notre Zoom du jour, nous recevons un député français au Parlement européen, Bernard Monod. Bonjour monsieur. Bonjour. Bernard Monod, vous appartenez au groupe Europe des libertés et de la démocratie directe. Vous avez quitté le Front National cette année en 2018 pour rejoindre le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Du 30 octobre au 4 novembre, vous vous êtes rendu en Nouvelle-Calédonie pour suivre le référendum d'autodétermination. Donc ce dimanche 4 novembre, les néo-calédoniens ont rejeté la pleine souveraineté de leur territoire par 56,7% des suffrages avec une participation large de 80%. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Écoutez, d'abord, c'est une bonne nouvelle pour la France et pour la Nouvelle-Calédonie, de mon point de vue, en tant que patriote ayant une vision globale et à long terme. Donc c'est plutôt favorable. Même si je considère que le niveau du non a été un petit peu faible selon moi. J'ai mon analyse, peut-être que vous me poserez une question sur ce sujet. Dites-moi pourquoi justement. Écoutez, moi je pense que le président de la République, M. Emmanuel Macron, lors de son passage au mois de mai, a commis une faute politique grave selon moi, car il est garant constitutionnellement de la République française une et indivisible. C'est son devoir de prendre position dans le cas présent sur les référendums d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Il aurait dû se prononcer en faveur du maintien. Or, il ne l'a pas fait, et moi je pense que sa neutralité présidentielle est extrêmement suspecte, car il est post-national, c'est-à-dire que chaque fois qu'il a un choix à faire dans l'affaiblissement de la France, ou le maintien ou le renforcement de la France, il fait toujours ce choix dans l'affaiblissement de la France. Moi je trouve ça extrêmement suspect, et voire une faute politique grave. Vous pensez que de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans le giron français, c'est positif pour la France? Ah oui, tout à fait. Et je pense que s'il avait pris parti, probablement le score aurait été bien plus élevé que 56-57%. Probablement. Les prévisions des sondages étaient de l'ordre de 65 à 70% en faveur du non. Les indépendantistes ont fait une percée lors de ce référendum. Ils ont fait mieux que la dernière élection provinciale en 2014. Comment vous expliquez cette augmentation du vote indépendantiste ? Je ne me l'explique pas, parce que beaucoup d'efforts ont été faits depuis 30 ans, notamment depuis les accords de Matignon en 1998. Il y a eu des réconciliations entre les deux bords, je dirais, d'indépendantistes et loyalistes qui veulent se maintenir. Et donc, ce n'est pas vraiment très probant, selon moi, d'obtenir ce score-là, parce que la France et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a fait beaucoup en faveur, justement, de la communauté kanak, intégrant de plus en plus dans le dispositif et dans la gouvernance locale. Et donc, c'est assez étonnant. Les Calédoniens d'origine se sont presque tous prononcés pour l'indépendance, alors que les Européens se sont prononcés contre. Comment vous expliquez la disparité du vote selon l'origine ethnique ? Je pense que... Comment expliquer ça ? Il y a beaucoup d'idéologies politiques. Je pense que la communauté kanak, selon leur histoire, leur communauté, leur mode de fonctionnement, pensent qu'ils peuvent être seuls dans le Pacifique, dans le monde actuel, et qu'ils peuvent s'auto-gérer seuls. Ça me paraît extrêmement difficile, compte tenu de la pression extérieure extrêmement forte qui se produit, notamment depuis les accords de Nouméa, il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a une concurrence mondiale. Nous sommes dans un monde ouvert, avec plus du tout de contrôle aux frontières. Quoique en Nouvelle-Calédonie, il y en ait encore, ce qui n'est plus le cas de la métropole. Et donc, si vous voulez, il y a des pressions concurrentielles, notamment de la Chine, d'autres grandes puissances aux alentours, et puis l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Si ce n'est pas la France qui est présente sur le caillou, ce sera forcément une hégémonie d'autres grandes puissances, comme la Chine, par exemple. Il y a un exemple extrêmement flagrant, c'est le Vanuatu, qui se fait investir énormément par la Chine, notamment pour avoir une base navale présente dans la zone australe de l'océan Pacifique. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Voilà. Donc, si ce n'est pas la France, ce sera une autre grande puissance probablement qui mettra la main sur la Nouvelle-Calédonie, d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, je veux dire, est-ce que les colons, enfin si on peut les appeler comme ça, les Européens sont, je veux dire, ils font nation avec les Kanaks au sein de la France, mais je veux dire, comment ça se fait qu'il y ait une telle disparité entre l'ethnique,
entre d'un côté les Kanaks et de l'autre les Blancs, quoi. Alors que vous parliez de réconciliation, etc., mais en fait les gens restent chacun de leur côté, quoi. Non, c'est très caricatural, ça. Moi, qui ai sillonné effectivement la province sud, la province nord, j'ai été dans la brousse rencontrer dans la province nord donc les éleveurs, les agriculteurs d'origine kanak et d'origine métropolitaine. Tous calédoniens, nés sur le territoire, hein, il ne faut pas l'oublier. Contrairement à ce que l'on entend, moi je vois une fraternité entre les deux. Ils ont été reçus dans les villages kanaks, ils ont grandi, ils ont évolué dans les mêmes écoles, et donc il ne faut pas croire qu'il y a deux clans des deux côtés. Tout le monde s'entremêle. Au contraire, comme à l'époque de l'Algérie française, où, quoi qu'on en dise, il y avait une grande fraternité entre les communautés locales. Bernard Monod, quels sont selon vous les intérêts pour la France de garder la Nouvelle-Calédonie dans son giron ? Géopolitique, géostratégique, la France, contrairement à tout ce que disent nos élites qui sont disqualifiées compte tenu des résultats et de la ruine de la France, la France est encore une grande puissance dans le monde. Elle doit le demeurer, notamment grâce à la Nouvelle-Calédonie, puisque la France est la deuxième puissance maritime dans le monde. Et si on perdait la Nouvelle-Calédonie, on perdrait également ce statut. Donc ça sous-entend derrière toutes les ressources possibles, que ce soit minières, d'énergie, les ressources halieutiques aussi. D'autant qu'avec l'évolution de la loi sur le droit de la mer, nous devrions avoir peut-être un rang de première puissance mondiale, y compris devant les États-Unis. Le dossier est à l'ONU depuis déjà 10 ans. Je pense qu'il y a une position géostratégique extrêmement importante dans la zone Pacifique. Et je vais même plus loin. Vous avez d'ailleurs rencontré lors de votre voyage une personne qui dirige une société qui extrait le nickel, ou en tout cas qui le traite. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de cette rencontre ? C'est pas une personne, c'est l'état-major de la société Le Nickel, SLN, qui est l'industrie depuis 150 ans locale, donc qui exploite les mines et qui industriellement fabrique le ferro-nickel. Donc on a une visite tout à fait complète de toute l'usine. C'est une industrie locale qui donne un rayonnement également extrêmement important à la France, puisqu'elle exporte cette production-là, notamment dans les pays asiatiques, mais aussi en Europe. Et donc j'ai rencontré effectivement l'état-major, dont le président d'ailleurs est d'origine kanak. Donc on voit bien que l'ascenseur social fonctionne également pour la communauté kanak localement. Donc ça marche bien. Mais est-ce que vous pensez, Bernard Monod, que de garder que la France est bénéficiaire dans le sens où elle est, on va dire, à la tête de la Nouvelle-Calédonie, quoi. Est-ce que ça coûte plus cher de la garder, ou est-ce que ça coûte moins cher de garder la Nouvelle-Calédonie dans le giron français ? Tout dépend comment on raisonne. Si on raisonne de manière comptable, oui, effectivement, il y a des fonds français et européens d'ailleurs qui sont remis, donnés, mais il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner en vision stratégique à long terme. La place de la Nouvelle-Calédonie est dans la France, elle l'est historiquement. Donc je vous ai parlé de l'aspect géostratégique, mais après, si vous voulez, c'est le rayonnement de la France dans le monde. Et je vais même plus loin, ce que je voulais vous dire juste précédemment, c'est que la France devrait investir massivement, y compris dans la protection de la zone Pacifique. La Marine nationale devrait avoir une flotte à la mer, dans l'océan Pacifique, en permanence, avec un groupe à la mer. Comme ce qui se passe à Toulon et Brest. Oui, exactement. C'est-à-dire une présence française permanente, car la France a un rayonnement extrêmement important dans le monde, contrairement à ce que disent nos élites, quels que soient les gouvernements précédents, que ce soit Sarkozy, Hollande et puis Macron aujourd'hui. La France est encore une grande puissance dans le monde qui rayonne. Voilà. Et on a besoin justement de présence, y compris militaire. Je vous ai dit qu'il y a des pressions économiques de la Chine, mais qui dit que demain il n'y aura pas des pressions militaires et hégémonique dans l'océan Pacifique, compte tenu de la guerre économique qui se mène dans le monde. Voilà. Alors, à l'issue du résultat du référendum, le Premier ministre Édouard Philippe a souhaité remettre au premier plan les enjeux économiques et sociaux. En Nouvelle-Calédonie, il a promis de faire des propositions. Quels sont, selon vous, les grands problèmes de la Nouvelle-Calédonie à résoudre ? Je crois que aujourd'hui, la situation est stabilisée et apaisée entre les communautés. Je pense que la communauté kanak aujourd'hui est bien intégrée, ce qui n'était pas effectivement le cas il y a 30 ou 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, c'est le cas. Je pense maintenant à la question qu'il faut se poser. Est-ce que les Européens sont bien intégrés parmi les Kanaks ?
Mais les Européens sont nés en Nouvelle-Calédonie, ils ont grandi, ils ont investi, ils ont prospéré. Mais ça ne se pose pas comme ça, si vous voulez. La Nouvelle-Calédonie aujourd'hui est ce qu'elle est grâce à la présence française depuis 150 ans. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. C'est comme l'Algérie française. Vous êtes là pour nous le dire. Voilà, comme l'Algérie française jusqu'en 1962. Hein. Il n'y aurait pas eu d'Algérie s'il n'y avait pas eu la France pour faire l'Algérie. Bon. Et ça, c'est historique. Donc voilà un petit peu le parallèle qu'on peut faire. Donc ils n'ont pas vocation à devenir indépendants de leur point de vue, mais aussi du nôtre. Hein. Et donc, mais ces problèmes économiques concrètement, par exemple le taux de chômage, est-ce qu'il y a des problèmes avec la jeunesse, à l'école? Le taux de chômage est relativement faible, paradoxalement, par rapport à la métropole, bien entendu. Il y aurait besoin effectivement de plus de démographie, donc il faudrait que les jeunes Français métropolitains qui ne trouvent pas de travail en métropole aillent en Nouvelle-Calédonie et puis apporter leur savoir, leur connaissance, leur qualification. Il y a besoin effectivement de technicité, il y a besoin de ressources humaines supplémentaires, ce qui donnera une dynamique et une demande intérieure dans Donc vous encouragez les métropolitains à aller vivre en Nouvelle-Calédonie? Les jeunes qui galèrent en métropole aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a la France dans le Pacifique et qui a besoin justement de jeunesse. Et ça c'est à l'État justement, vous pensez, de mettre en valeur ce territoire calédonien pour que les métropolitains s'y intéressent? Ce serait un des volets de développement, d'un modèle de développement, de co-développement entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie. Bon, on parle de la Nouvelle-Calédonie, mais il y a aussi Tahiti, Wallis-Futuna. La France est largement présente dans tout le Pacifique et dans l'ensemble de l'outre-mer. Donc, la Réunion, les Antilles aussi. Donc, il y a un avenir dans le Pacifique, dans tous les océans du globe pour la France. Bernard Monod, vous nous disiez justement que les communautés kanak et européennes étaient sœurs, enfin en tout cas que les gens s'entendaient bien sur l'île, mais c'est pas l'avis de ce professeur agrégé de droit public à Paris 2, Olivier Gohin, ou Gohin, je ne sais pas très bien comment se prononce son nom. Il accuse l'État d'avoir excité et puis pérennisé les divisions communautaristes depuis 35 ans. Comment ça se fait qu'il y a un tel différence entre vous et ce monsieur? D'abord, je pose la question, est-ce qu'il est venu en Nouvelle-Calédonie pour rencontrer les gens? Ça, il a l'air de savoir. Moi, je sais que j'ai rencontré beaucoup de gens, y compris les autorités publiques, avec le président du gouvernement, les présidents de la Chambre de commerce, d'agriculture. Je suis allé rencontrer les gens sur le terrain aussi, les agriculteurs, les éleveurs. Le Sénat coutumier. C'est l'objet de ma prochaine question. Absolument. Donc, moi, quand je les rencontre, on sent qu'il y a un amour de la France, même s'il y a une minorité. La grotte d'Ouvéa, c'est derrière. C'est du passé. Les accusations de corruption à la gare de Lafleur, c'est derrière. C'était il y a 35 ans. Et les accords de Nouméa, vous parlez de M. Jacques Lafleur, ont été signés entre justement M. Jacques Lafleur et puis M. Djibaou. Voilà, enfin, en tout cas, les forces qui les représentaient, chacun de leur côté. Donc je pense que tout ça est apaisé. Maintenant, la question, c'est l'avenir. Qu'est-ce que veut faire la métropole, le gouvernement français, avec la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'ils vont leur proposer un vrai projet de développement? Écoutez, il va y avoir une rencontre prochainement. Je pense que toutes les forces politiques tout entières doivent se mettre autour de la table, discuter, voir les points de divergence et les points de convergence. Je pense qu'ils sont plus importants que les points de divergence. Et puis arriver à proposer un modèle pérenne et durable pour l'avenir. Alors justement, lors de ce déplacement, Bernard Monod, vous avez rencontré tout un tas de personnalités publiques, privées. D'ailleurs, vous êtes donc sorti aujourd'hui du Front National, vous avez rejoint DLF. Et toutes ces personnes, enfin je vois, vous avez rencontré par exemple la maire de Nouméa, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que, en tant que membre du Front National, vous auriez pu rencontrer ces personnes et avoir le même accueil? Je ne sais pas. Je sais que Louis Alliot est allé 3 semaines avant moi. Je ne sais pas les personnes qu'il a rencontrées. A priori, ceux que j'ai rencontrés ne l'ont pas rencontré. En tout cas, l'accueil a été extrêmement républicain et correct. On a pu échanger, notamment avec Madame la maire de Nouméa. Mais vous ne pensez pas que votre changement, elle est plutôt macroniste. Votre changement de parti vous a aidé à rencontrer toutes ces personnes? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de cordon sanitaire en Nouvelle-Calédonie. Les gens du Front National ou du Rassemblement National, comme on l'appelle aujourd'hui, seraient peut-être plus ou moins ostracisés?
C'est du domaine du possible. Je sais qu'en tout cas, j'ai été reçu. Je ne suis pas allé avec une casquette Front National à l'époque en Nouvelle-Calédonie, donc je ne peux pas comparer. Mais en tout cas, j'ai reçu un excellent accueil républicain. Alors, qu'en est-il sorti de ces discussions? Voilà, je citais donc la maire de Nouméa, Philippe Germain, le président du gouvernement de Calédonie. Vous avez rencontré le président de la Chambre d'agriculture. Voilà, est-ce que vous avez des choses précises à nous directeur de banque également, pour avoir l'avis économique et financier et bancaire. Le directeur du port autonome de Nouméa. Absolument. Qu'est-ce qui ressort globalement? Ce qui ressort, d'abord des problématiques économiques, mais liées à la zone. Si vous voulez, il y a une concurrence, comme je vous l'ai dit, mondiale avec les partenaires qui entourent la Nouvelle-Calédonie, partenaires ou souvent concurrents, en l'occurrence l'Asie. Non, je dirais que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont plutôt des partenaires. Il y a des échanges très constructifs et ça c'est plutôt favorable, y compris du tourisme. En revanche, il y a des concurrents mondiaux que sont la Chine, que sont le Vietnam, les pays d'Asie du Sud-Est, qui effectivement cherchent à faire une extension, mais avec une volonté de la Chine d'hégémonie de leur pouvoir économique, notamment, d'abord économique, mais peut-être plus loin demain. Et c'est là que le problème se pose. Deuxième élément, c'est que 85% de la consommation en Nouvelle-Calédonie provient de l'importation. Donc il n'y a que 15% qui fournit la demande intérieure. Donc ça, c'est un problème. Donc il y a une vraie possibilité de développement. Les perspectives sont phénoménales en termes de développement en Nouvelle-Calédonie. Il y a des richesses partout. Il faut qu'elles soient mieux exploitées, que tout le monde participe à la richesse et à la redistribution de cette richesse-là. Et vous ne pensez pas que la Nouvelle-Calédonie, c'est aujourd'hui un peu le parent pauvre de la France? Enfin, c'est là-bas, c'est loin, en plein Pacifique, on s'en fout un peu. C'est exactement ça. Il n'y a pas assez d'investissement dans la métropole et des gouvernements précédents, que ce soit Sarkozy, Hollande ou Macron. Je pense qu'il faut surinvestir maintenant, compenser le temps perdu toutes ces décennies et considérer ça comme un atout stratégique pour la France dans le Pacifique. Alors Bernard Monod, justement, les accords de Nouméa, ce référendum était organisé dans le cadre de ces accords, prévoit l'organisation de 2 autres référendums, l'un en 2020 et l'autre en 2022, donc ça en fera 3 au total. Pourquoi cette volonté de faire revoter ? Alors, ça fait partie des négociations qui ont eu lieu dans les accords de Nouméa, donc ça a été signé par toutes les parties. Donc moi, je suis plutôt partisan de respecter le droit, étant un défenseur de l'état de droit. Voilà. Donc, par contre, je pense qu'il faut le positiver, c'est-à-dire faire une démarche constructive. Et c'est là que le gouvernement français, l'État, devrait faire des propositions pour, lors des prochains référendums, présenter un modèle de développement, un nouveau statut juridique, peut-être de collectivité territoriale, avec une large autonomie et une profondeur de cette autonomie-là. Il doit y avoir un accompagnement de la métropole au développement de la Nouvelle-Calédonie. Et ça devrait être reposé, selon moi, dans le 2e ou 3e référendum éventuellement. Si c'est pour reposer éternellement la même question, est-ce que vous voulez absolument l'indépendance, etc. Ça fait un petit peu comme en France, la forfaiture qu'il y a eu avec le traité de Lisbonne, vis-à-vis du traité de Constitution, la forfaiture qu'a faite M. Sarkozy. Voilà. En 2000, donc 2008, ça, voilà, il faut que ce soit constructif. Justement, les Kanaks estiment, enfin en tout cas c'est démographique, je veux dire c'est scientifique, ils s'estiment favorisés par la démographie. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un retournement de situation d'ici 4 ans, d'ici 2022 ? Je pense que les choses peuvent évoluer effectivement avec une progression de l'indépendantisme. Avec des pressions extérieures qui les poussent, notamment, comme je vous ai dit, des concurrents extérieurs qui pourraient pousser les agitateurs et puis créer une déstabilisation. Donc il faut être très attentif à ça. L'État, je pense, a un devoir à ce niveau-là. Maintenant, je pense que si on propose un projet positif, constructif, à long terme, au niveau de la métropole à la Nouvelle-Calédonie, pourquoi voulez-vous qu'ils refusent et qu'ils cherchent à obtenir l'indépendance ? Ça n'a pas de sens. Chantal Delsol, la philosophe dans le Figaro, estime que la métropole veut se débarrasser des colonies, je la cite, qui veulent rester dans son sein. Est-ce que vous pensez que le président Macron, quand il a adressé ses félicitations aux Néo-Calédoniens pour leur volonté de rester dans la France, est-ce que vous pensez qu'il pense l'inverse, qu'il veut au contraire se débarrasser de la Nouvelle-Calédonie? En tout cas, c'est ce que pense Chantal Delsol. Elle pense que la France, la métropole, veut se débarrasser de ces territoires d'outre-mer.
personnes au pouvoir aujourd'hui, dont M. Macron, notamment avec ce « en même temps », etc., jouent un jeu extrêmement dangereux. Je vous l'ai dit, selon moi, son devoir, c'était de maintenir, de prendre position sur le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française. Il ne l'a pas fait. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement suspect, selon moi, voire une faute politique grave, et qui peut-être sera mal jugé par l'histoire. Oui, il ne prend pas parti, mais après le vote, il dit merci d'être resté... Donc, je pense que c'est une forme d'hypocrisie. Et que si la la Nouvelle-Calédonie avait vraiment opté pour l'indépendance, je pense qu'il n'aurait pas été très mécontent, voyant tout ce qu'il a fait déjà depuis plusieurs années. Notamment, moi j'ai en tête le cas au niveau de l'économie du largage de Alstom auprès d'un géant américain de General Electric. C'est bien M. Macron, ministre de l'économie, et M. Hollande qui ont largué et fait un bradage de cette grande industrie française. Mais ils sont dans le poste national, dans la fin de la France. C'est là que nous, les patriotes, nous sommes là pour nous opposer à cette destruction volontaire de la part des fausses élites qui nous dirigent depuis des décennies. Ce phénomène selon lequel, en tout cas, une partie riche d'un pays voudrait se débarrasser du parent pauvre de cette même nation. Par exemple, c'est le cas en Italie. Enfin, les gens du Nord refusent souvent de payer pour les gens du Sud. En Allemagne, quand l'Allemagne s'est réunifiée, les gens de l'Ouest étaient assez opposés à financer l'Allemagne de l'Est. Entre Corée du Nord et Corée du Sud, apparemment, c'est un petit peu pareil. Les gens du Sud ont un petit peu peur, s'il y a eu une réconciliation entre les deux pays, de devoir payer pour le Nord. Est-ce que vous comprenez ça, que dans tous les pays, ça soit un petit peu comme ça, que voilà, les riches refusent de payer pour les pauvres? Moi, je suis un patriote et je défends la nation, en particulier la nation française, mais de toutes les manières, toutes les patries. Il n'y a qu'à voir aux États-Unis. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est le grand retour des nations. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Autriche, la Chine est une grande puissance économique patriote, le Japon, etc. Il n'y a que la zone euro et l'Union européenne qui font qu'ils veulent construire une Europe, des États-Unis d'Europe fédérale. Voilà. Nous, on est radicalement opposés à ça. Donc ceux qui disent qu'il faut une partition entre le nord et le sud de l'Italie sont des eurofédéralistes. Voilà, c'est les Monti, c'est les Renzi, etc., qui apportent leurs solutions dont on voit les résultats qui sont catastrophiques, puisque aujourd'hui, les finances publiques de l'Italie sont en très mauvaise posture. Mais c'est bien l'héritage des gouvernements précédents qui étaient sous la coupe de Bruxelles et de l'Union européenne. Donc on voit bien qu'il faut justement... Et Renzi, bien entendu, les prédécesseurs. Donc si vous voulez, aujourd'hui, ils sont mal placés pour venir donner des leçons, puisqu'ils ont laissé des pays en ruine, financièrement. Donc moi, je pense qu'au contraire, il faut faire l'unité nationale en France, dans la République française, et que tous les enfants de la République française ont le droit de vivre heureux et dans la prospérité. Et nous, on travaille à ça, justement. Bernard Monod, avant l'émission, vous vouliez qu'on parle un petit peu de... Ça, c'est hors cadre, ça concerne les prochaines européennes. C'est ce sondage réalisé par l'IFOP à la demande de DLF, qui affirme, enfin en tout cas qui démontre que si Nicolas Dupont-Aignan était tête de liste pour les trois partis de droite, à savoir les Républicains, Debout la France et le Rassemblement national, il obtiendrait 43%. Oui, c'est une question politique extrêmement intéressante qui va être, à mon avis, au cœur de la campagne des européennes. C'est former une union capable de battre le système Macron et de battre surtout l'eurofédéralisme que Macron va porter pendant la campagne pour que rien ne change. Voilà, 25 ans d'Union européenne, on a vu l'échec retentissant dans tous les domaines. Donc il faut changer cette Union européenne, la transformer pour en faire une Europe prospère, voilà, et dont la France pourrait être indépendante à l'intérieur de cet ensemble. Donc si vous voulez, aujourd'hui, moi je considère qu'un seul président de parti peut être tête de liste d'une liste d'opposition. Puisque aujourd'hui, c'est apparemment Louis Alliot qui serait pressenti pour assurer la tête de liste du Rassemblement national. Apparemment, il
il serait en lice pour être tête de liste. C'est bien, mais la question c'est qu'est-ce qui est le plus utile en termes de rendement électoral. Moi, je pense que le clan, la famille des patriotes pour arriver en tête, en majorité, lors des prochaines élections européennes. Donc, il faut se donner tous les moyens. Et puisque Laurent Wauquiez ne veut pas y aller au nom de LR, puisque Marine Le Pen ne veut pas y aller au nom du Rassemblement national, et puisque Nicolas Dupont-Aignan s'est prononcé en tant que président de parti pour être tête de liste, et qu'il a tendu la main aux deux autres, et que ce sondage fait apparaître qu'une liste d'union LR, DLF, Rassemblement national ferait 43% en début de campagne, alors je dis qu'il faut s'unir pour battre et arriver à cette majorité. Vous pensez que Marine Le Pen pourra avoir le courage politique qu'a eu Nicolas Dupont-Aignan en la rejoignant lors de l'entre-deux tours de la présidentielle? Je le souhaite, en tout cas. Vous qui êtes ancien du Rassemblement national et qui connaissez bien Marine Le Pen, est-ce que c'est pas à vous de faire l'union entre justement pour ces européennes? Justement, la proposition qui a été faite par Marine Le Pen au mois de juin, c'était que Nicolas Dupont-Aignan fasse partie d'une liste d'union. Bon, donc union DLF et Rassemblement national, mais en queue de listes. Donc Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Tout ça n'a aucun sens. Un général d'armée n'est pas derrière ses troupes, il est devant ses troupes et il montre l'exemple pour monter au feu et monter au front. Donc là, aujourd'hui, il y a Nicolas Dupont-Aignan qui est en situation de le faire. Je pense que ce serait très utile pour l'intérêt de la France que aussi bien Laurent Wauquiez que Marine Le Pen acceptent de suivre et de faire une liste d'union avec un seul candidat tête de liste. Et là, nous pourrions arriver en majorité face aux eurofédéralistes et transformer l'Union européenne et l'Europe. Bernard Monod, je pense qu'on aura évidemment l'occasion de reparler des européennes et également de la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, vous serez le bienvenu sur le plateau de TV Liberté. Merci, monsieur, d'être venu nous voir. Merci. À bientôt.